Il fait partie d'une communauté, un groupe à part dans toute l'histoire de l'humanité, le club de celles et ceux qui pourront toute leur vie lever les yeux au ciel en y voyant la trace de leur passage, un privilège vécu par seulement quelques centaines de personnes depuis 1961, 550 personnes dont Thomas Pesquet, notre invité ce matin. De passage en Guyane, passage éclair en comparaison de ses presque 400 jours cumulés à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio à 400 km sous l'ISS. Ça fait un peu plus de 6 mois maintenant que vous êtes rentré. On a très peu de temps et c'est évidemment, je me doute, impossible de résumer des mois et des mois de mission en seulement quelques minutes. Mais le souvenir, s'il y en a un de vos 2 missions dans l'espace, c'est quoi? Quel moment, quelle sensation? Je pense qu'il y a eu énormément de sensations. Évidemment, c'est une expérience physique assez incroyable de se propulser comme ça au-dessus de la Terre, de subir les accélérations, les jets, les fameuses forces d'accélération du décollage, de l'atterrissage, et puis surtout de perdre tout d'un coup son poids, de flotter, d'avoir accès à ces super pouvoirs un petit peu. C'est la manière dont je le résumerais. Je pense qu'il y a plein d'images. Je revois des sorties extravéhiculaires où on était tout au bout de la station. C'était difficile, mais on a réussi à faire le travail qui était prévu, et puis des moments sympas où on regardait les aurores boréales à 7 ensemble, sans un mot, dans le silence, à bord de la station spatiale, cette espèce de communion en famille avec mes coéquipiers qui sont aussi des amis. Et on arrive, une fois que ça y est, la mission est lancée, à vivre émotionnellement ce qui nous arrive malgré tout ce qu'on a entendu, révisé, malgré le stress, la peur, les contraintes physiques aussi. On arrive à prendre du plaisir? Oui, on y arrive, mais il y a une partie pour laquelle on est vraiment préparé, parce que techniquement, évidemment, il y a énormément d'entraînement. Ça dure des années avant de partir vers la station spatiale. Il y a aussi une partie à laquelle on n'est pas préparé, parce que vivre dans l'espace, il faut réapprendre un petit peu tout, à faire sa toilette, à se brosser les dents, rien que se changer le matin quand on flotte, quand les vêtements flottent. C'est pas si facile que ça les premiers jours, mais on y arrive. En fait, ce qui est presque un peu dommage, c'est que je pense que le cerveau a besoin de rendre l'environnement normal pour qu'on évolue dans un environnement normal, et c'est vrai partout. On a tendance à faire ça en tant qu'être humain, mais on le fait aussi dans la station spatiale, on s'habitue, mais parfois il y a quand même des petits moments. Je me rappelle le matin quand on se réveille et qu'on a oublié quelque part pendant quelques secondes, quelques minutes qu'on est dans la station spatiale, là on a un petit shoot d'adrénaline et on est parti pour la journée. Ouais. Alors malgré tout, ça n'est pas un environnement normal pour un être humain. Je suis tombé sur cette phrase qui vient de vous. Le scaphandre, la combinaison d'un astronaute, c'est comme un cercueil avec une vitre. On pense à la mort quand on se prépare et quand on est dans l'espace. On prend des risques, oui. Alors on essaie de les minimiser, mais c'est un environnement très risqué, évidemment. C'est l'environnement le plus extrême qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas d'air pour respirer, donc c'est comme si on était à une grande profondeur en sous-marin, sauf qu'en plus les variations de température sont incroyables. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué. On a besoin de beaucoup de technologie pour maîtriser ça. On a besoin de beaucoup quelque part d'habitude, d'entraînement. On a une manière de faire les choses très opérationnelle, basée sur des procédures. La plupart du temps, quand on est protégé à bord de la station spatiale, on oublie un petit peu le risque. Quand on est en sortie extravéhiculaire, et qu'on se retrouve accroché à la paroi, dans le vide, là, parfois, le risque se rappelle à nous de manière un peu plus immédiate, on va dire. Et au-delà de la gestion du stress qui doit être optimale, au-delà de tous les critères physiques, intellectuels, techniques aussi, c'est obligatoire d'être sympa pour devenir astronaute, Thomas Pesquet? Alors, j'allais dire non, mais en fait, je crois que oui, il faut... Aujourd'hui, on a une sélection psychologique qui est quand même assez poussée. Pourquoi ? Parce que les missions du présent, c'est 200 jours dans la station spatiale. Ouais. On se retrouve 200 jours dans un volume qui est quand même assez limité, avec des gens qu'on n'a pas choisis. C'est des collègues, c'est pas des amis ou de la famille ou des gens qu'on aurait choisis. Donc, il faut bien s'entendre, il faut être compatible, il faut savoir communiquer, il faut être un petit peu patient, il faut savoir écouter. Donc, toutes ces qualités-là, on les recherche un peu, je pense, pendant la sélection. Et ensuite, on les entraîne. Ensuite, on va se mettre dans des environnements extrêmes. On essaie de se stresser et puis d'arriver un peu à ses limites et puis de voir ce que ça donne. Donc, être sympa, je sais pas, mais on va dire avoir une psychologie compatible. En tout cas, pas de forte personnalité de cow-boy qui prendrait le pas sur les autres. Non, on veut pas de personnalité qui soit trop abrasive, qui essaie de s'imposer à tout prix, etc., qui soit trop compétitif. Ça, c'est pas l'idée dans les vols spatiaux du présent et du futur. Est-ce qu'il y a des choses que vous gardez pour vous, Thomas Pesquet, de votre aventure spatiale, à la fois vis-à-vis du grand public, des médias, mais aussi des personnes avec qui vous travaillez? On l'a dit, c'est un monde quand même où la communication elle est essentielle pour que tout se passe bien. Est-ce que vous avez tout dit, ou bien vous arrivez à garder des petits secrets pour vous malgré tout?
Non, je pense qu'il y a des petits secrets, mais c'est pas ce que les gens imaginent. C'est pas des choses qu'on essaie de cacher. C'est plutôt du domaine des choses privées ou des choses. C'était le sens de ma question. Oui. Ouais, je me doute bien. Non, c'est la plupart du temps. Pourtant, moi, je pense qu'avant, il y avait un peu une attitude où on disait voilà, non, on n'a jamais peur, on n'a jamais mal, tout va bien, on est des Superman. C'était un petit peu ça. Mais moi, j'ai vraiment essayé de briser ce mythe-là et puis d'expliquer aux gens justement d'en dire le plus possible, en fait, d'être le plus transparent possible, de dire voilà, à ce moment-là, j'avais peur. Voilà, à ce moment-là, on sait pas si on va y arriver. Voilà, à ce moment-là, moi j'ai fait une erreur et j'ai cassé quelque chose. Et toutes ces choses-là, je pense qu'au contraire, c'est plutôt sain de les dire, déjà entre collègues, parce que ça permet d'apprendre des erreurs des autres et puis d'être plus préparé. Et puis vis-à-vis du public aussi, pour dire voilà, la réalité, c'est ça. On n'essaie pas de faire passer une image telle ou telle. Moi, j'essaie plutôt de me présenter comme je suis. Parce que c'est quand même incroyable le nombre de questions que tout le monde se pose à propos de vous et de la vie qu'on mène, plus généralement dans l'espace. D'ailleurs, la plupart du temps, les questions qu'on se pose qui interrogent le plus, ce sont des tout petits détails du quotidien. Comment est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on va aux toilettes, comment est-ce qu'on vit sa distance avec ses proches. C'est ça, j'ai l'impression, qui revient le plus souvent de la part du grand public. Ouais, exactement, parce que les gens, moi je constate, les gens essaient d'approcher ça par ce qui les touche, en fait, ce qu'ils arrivent à projeter dans leur vie ou le rapport qu'ils voient avec leur vie. C'est sûr qu'il y a peu de gens qui me demandent directement une question sur alors la physique moléculaire de telle ou telle expérience, etc. C'est normal. Même moi, je les comprends pas la plupart du temps, des expériences qu'on fait. On a des experts au sol, mais moi, ça dépasse mon niveau. Oui, vous exécutez dans l'espace, en fait, ce qu'on vous demande de faire depuis le sol. Absolument, avec des procédures, avec des gens qui nous aident, etc. Mais ce qui parle aux gens, c'est effectivement comment ramener ça à leur vie à eux. Et donc, et parfois, en fonction de leur domaine, s'ils sont, je sais pas, par exemple, travaillent dans l'agroalimentaire, ils vont plutôt me parler de la nourriture, de comment on fait pousser des plantes. Et chacun attaque ça par le petit bout de sa vie à soi, et puis c'est très bien. Alors, il y a quand même des questions techniques. Il y a un auditeur qui nous a envoyé une question tout à l'heure. Comment est-ce qu'on s'amarre à l'ISS alors qu'elle voyage à 28 000 km/h ? Eh ben, c'est une très bonne question. L'idée, c'est qu'on voyage nous aussi à 28 000 km/h. Donc, on se met sur une orbite qui est très très proche. Et du coup, les deux, l'ISS, qui est la cible en fait, et le vaisseau rattrapeur, qui est le vaisseau qui va s'arrimer, le nôtre, et ils voyagent tous les deux à 28 000 km/h. Et du coup, l'un par rapport à l'autre, il n'y a pas de vitesse relative. Et ensuite, on pilote ça de manière un peu précise avec, par exemple, des lasers qui nous donnent la position précise par rapport à l'ISS. Et puis, on peut le faire soit en automatique, soit en mode manuel. Mais ça se fait plutôt bien au final. Voilà, Marc qui nous a appelé tout à l'heure aura sa réponse à sa question. Est-ce que vous en avez pas marre de répéter les mêmes choses ? Et même, j'ai envie de dire, de répéter que vous n'en avez pas marre de répéter les mêmes choses. Si, un petit peu. Non, mais c'est sûr que la répétition, personne aime, je pense, répéter les mêmes choses, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas toujours les mêmes choses. Il y a toujours des questions nouvelles, et puis je trouve ça sympa d'aller parler à des gens qui, de découvrir, de rencontrer, et qui sont pas forcément des experts. Donc forcément, évidemment, ça implique de répondre plusieurs fois la même question. Et puis c'est pas grave, de temps en temps c'est ça, puis après je retourne au centre des astronautes, et puis pendant 2 semaines je fais un boulot très technique où là personne me pose de questions, donc ensuite quand je reviens ça me dérange pas d'y répondre à nouveau, c'est pas grave. C'est quoi un blob, Thomas Pesquet ? Un blob, ça fait partie des expériences qu'on a emmenées dans la station. C'est un organisme unicellulaire qui n'est ni un végétal, ni un animal, ni un champignon, et qui n'a pas de cerveau, mais qui arrive à apprendre des choses. Enfin, c'est un truc un peu fascinant, qui est un peu à la marge de ce qu'on connaît en biologie, et qu'on a étudié dans la station spatiale. Alors l'idée, c'est Et pourquoi dans la station spatiale d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça permet ? C'est quoi l'intérêt de faire des expériences là-haut à 400 km de hauteur, d'altitude ? L'intérêt en général, c'est qu'on a accès à des choses qui sont invisibles au sol. Donc, ce soit par exemple pour des cellules, on voit qu'elles s'agglomèrent un peu en 3 dimensions, en impesanteur, comme elles le font dans le corps humain, et comme elles le font beaucoup moins, par contre, en laboratoire, dans une boîte de pétri, ces espèces de petites coupelles circulaires. Donc, on a accès à des choses qui sont cachées au sol. C'est ça le grand secret de la recherche à bord de la station, que ce soit par l'impesanteur ou par les rayonnements, etc. Dans le cas du blob, là, l'idée, c'était une expérience éducative. Donc, nous, on voulait observer son évolution et son développement à bord de la station spatiale, voir ce qui allait se passer. Et puis, on a profité, en fait, pour faire un parallèle avec les écoliers et les étudiants, pour qu'ils appliquent des démarches scientifiques, pour qu'ils se posent des questions, pour, à travers cette plateforme de l'ISS, on arrive à les lancer sur des voies scientifiques. C'est ça l'idée. Oui, je vous pose cette question parce qu'il y a des élèves aussi ici en Guyane qui ont participé à cette opération. Ça fait partie de votre job de promouvoir en quelque sorte le spatial et plus généralement la science ? Oui, alors ça fait partie, disons que ça a longtemps été un petit peu à la marge ou une conséquence indirecte. Moi, j'ai choisi de le faire un petit peu plus activement parce que je pense que c'est important. Je pense qu'on a vraiment des défis qui nous attendent dans le futur.
sûr, hein, on parle d'environnement, on parle de plein de choses. Il va falloir être capable de régler tout ça. Ça va beaucoup passer par la science, la technique, la recherche. Pas que, évidemment, pas uniquement, mais quand même beaucoup. Donc je pense que c'est bien d'intéresser les jeunes à ça et puis de leur montrer des pistes aussi. Je trouve que c'est angoissant quand on est jeune. On dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? On a l'impression qu'il faut avoir la solution à la vie entière quand on a 18 ans. Et c'est extrêmement difficile, évidemment. Et donc, moi, j'essaie de juste leur donner des pistes et de leur dire, voilà, il y a plein de choses à faire, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, puisque vous parlez de futur, on le sait, hein, le spatial européen ne vit pas ses heures les plus faciles. Entre le nouveau report du vol inaugural d'Ariane 6 ça a été annoncé hier et les conséquences de la guerre en Ukraine avec les Russes qui sont partis de Kourou. Du coup, il y a beaucoup de débats en ce moment sur la nouvelle stratégie spatiale à adopter. Des vols habités, Thomas Pesquet, que des astronautes partent dans l'espace depuis la Guyane. Est-ce que c'est une question qui se pose en ce moment pour que l'Europe soit plus autonome, on va dire, plus indépendante par rapport au reste du monde? Oui, alors c'est une question qui revient sur la table. Elle l'a pas été pendant quelques années. On avait eu ces velléités-là dans les années 90 avec le programme Hermès, et puis pour plein de raisons, notamment l'Allemagne qui s'était réunifiée, il avait fallu trouver des budgets quelque part. Tout ça c'était pas fini comme on voulait. Donc pendant 10 ans ou 15 ans, on avait mis ça un peu de côté. Et là, l'Europe est à un stade un peu plus avancé, je pense. Politiquement, on parle de défense européenne, on parle de diplomatie européenne, donc cette espèce d'identité européenne, cette indépendance, cette autonomie, elle revient beaucoup sur la table. Et puis évidemment, les conditions géopolitiques font que, voilà, ici en Guyane, on avait des ingénieurs russes qui permettaient de lancer des Soyouz. Du jour au lendemain, ils sont partis. Et on s'est retrouvé avec cette capacité en moins. On s'est dit, ce serait quand même pas mal qu'on soit parfois un peu plus maître de nos affaires. La coopération, c'est très bien, et évidemment qu'il faut en faire pour aller plus loin, mais il faut arriver à tracer une ligne quelque part et à dire, voilà, jusque-là, on doit être capable de le faire tout seul. Au-delà de ça, on accepte de le faire en coopération, et voilà, cette ligne, elle est peut-être un petit peu en train de bouger. Vous le souhaitez à titre personnel que des vols habités décollent depuis le CSG, depuis Kourou? Oui, alors moi, c'est sûr que pour moi, ce serait, depuis la Guyane française, sur un véhicule européen, c'est sûr que ce serait une grande fierté. Après, évidemment, il va falloir voir ce que ça implique en termes de budget, de temps de développement, etc. Ça, c'est le travail des ingénieurs, des managers, aussi des hommes politiques, parce que ça va être des décisions qui se prennent à ces niveaux-là, et je ne veux pas me substituer à eux. Mais moi, personnellement, oui, bien sûr, ce serait une fierté. Ouais. J'ai lu, et vous m'arrêtez si je me trompe, que la position de la Guyane est idéale pour aller vers la Lune. Ça impliquerait beaucoup de travaux sur le site même du CSG. Pour pouvoir le faire, il faudrait, je suppose, un nouveau pas de tir. Pas forcément, on parle d'Ariane 6, ça fait partie des solutions qui sont envisagées. Ça demanderait un petit peu de modifications, pas mal de modifications, sans doute une modification du lanceur lui-même. Les boosters à poudre, c'est pas idéal pour les vols habités parce qu'on a besoin d'une sécurité, on a besoin d'arrêter la propulsion à tout moment, de s'éjecter. Un booster à poudre, une fois que c'est allumé, ça part, on l'arrête plus. Donc est-ce qu'on pourrait changer ça? Je sais pas, ça demande à modifier un petit peu le pas de tir existant parce qu'il faut pouvoir accéder quasiment jusqu'au dernier moment à la capsule qui sera en haut de la fusée, et puis surtout il faut pouvoir, en cas d'urgence, ça commence à brûler en dessous, peut-être doucement ramener le pas de tir, sortir. Voilà, ça c'est pas forcément facile, mais il y a d'autres solutions, il faudra un système d'éjection, il faudrait un système de secours pour nous retrouver dans l'eau si jamais on devait s'éjecter. Donc il y a pas mal de modifications, mais c'est pas impossible. D'ailleurs, la Lune, puisqu'on en parle, vous êtes une des rares personnes au monde à qui on peut poser cette question. Vous en rêvez vraiment tous les matins? Pas tous les matins, mais c'est vrai que je me prends à regarder la Lune de manière un petit peu étrange. On a une petite relation qui a changé depuis que je suis revenu. Parce que, oui, évidemment, parce que maintenant on parle vraiment on fait plus qu'en parler d'ailleurs, on le prépare, un premier tir cet été pour tester le matériel. Oui. De retourner vers la Lune, donc avec nos coéquipiers, nos camarades américains, japonais, canadiens. Et ça va arriver très très vite. Normalement, si tout va bien, évidemment, techniquement, c'est difficile à maîtriser, mais premier tir à vide cet été, normalement, dans 2 ans, premier tir avec un équipage. Ensuite, au rythme d'une mission tous les ans, on a vraiment l'ambition d'aller construire une station autour de la Lune, aller construire une petite base au début au pôle sud de la Lune et rester de manière un peu plus permanente, un peu plus durable, un peu plus pérenne. Parce que ce qu'il faut dire et préciser pour les auditeurs qui sont en train de nous écouter, c'est que si vous souhaitez retourner dans l'espace, il y a très peu de chances, c'est bien ça, que ça se fasse à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, parce que le nombre de voyages est limité par astronaute. Oui, il n'y a pas une limitation dure, on va dire, il y a une limitation, on est exposé un peu plus de rayonnement, c'est beaucoup de temps dans l'espace, mais là je suis assez loin de cette
cette limite-là. Non, mais surtout, je pense que c'est la logique. Moi, j'ai fait 2 missions de 200 jours, donc 400 jours dans la station spatiale. Il faut laisser la place un peu aux autres. Oui, voilà, il y a un peu place aux jeunes. On va recruter une nouvelle promotion à la fin de l'année là, d'astronautes, donc ça, c'est super enthousiasmant. Je pense que ça va être un peu à eux d'aller dans la station spatiale et de faire leurs armes et de réaliser les programmes scientifiques. Nous, maintenant, on devient un peu vétérans avec mes collègues. À 44 ans, on est déjà un vétéran de l'espace. On est un vétéran de l'espace, ouais. Non, mais je suis encore le plus jeune pour l'instant, mais avec ces 2 missions, avec le rôle de commandant et tout ce qu'on a pu réaliser à bord de la station, on espère qu'on va aller appliquer tout ça pour faire face à des nouvelles missions qui vont être peut-être encore plus compliquées, encore plus difficiles. Donc là, on va faire appel à cette expérience-là, j'espère. D'ailleurs, ce sera qui le prochain Thomas Pesquet? Illouel d'ailleurs. Illouel, les postes sont ouverts à tout le monde. Alors, il y a plein de Français, de Françaises. Ça, c'est très très bien. Sur 21 000 candidats européens, il y en a plus de 7 000 Français, donc le tiers, ça c'est super. Oui, on parle même d'un effet Pesquet parce que le nombre de candidatures qui a été envoyé est considérable, je crois. Alors, c'est pas une compétition, mais c'est un ordre de grandeur. Les Allemands en ont 2500, alors qu'ils ont 80 millions d'habitants. Nous, on a 60 millions d'habitants, on en a 7000, 7500, 3 fois plus. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que depuis 10 ans, moi, je dis aux gens, vivez vos rêves, lancez-vous, il faut essayer, même si ça marche pas, c'est pas grave. Et comme quoi, ils ont un petit peu écouté, donc je suis content, ça me fait plaisir. Maintenant, il va falloir trouver, peut-être 1, 2 candidates français. Il y en a des très très bien. Moi, j'ai participé à la sélection un petit peu cette fois-ci de l'autre côté de la table. Je peux vous dire qu'il y a plein de candidats et candidates qui sont extrêmement talentueux. Ça va être difficile de choisir. Le spatial, Thomas Pesquet a besoin de héros, de figures médiatiques fortes comme vous pour créer des vocations et pour avoir une sorte de soft power finalement concernant le spatial. Je pense que le spatial, moi ça me fascine, mais il y a un côté en fait qui se passe très loin. On peut pas toucher du doigt. On envoie des choses dans l'espace qui reviennent jamais, évidemment. Et donc nous, on est un des seuls éléments du spatial qui est vraiment un peu personnifié, qui va dans l'espace mais qui revient, qu'on peut un peu toucher du doigt. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'avoir ce rôle un petit peu de témoignage et puis d'incarner ça de manière très modeste, mais essayer de dire voilà, il se passe ça dans l'espace et puis regardez, il y a plein de métiers. Il n'y a pas qu'astronaute d'ailleurs. Bien sûr. On le voit ici au Centre spatial guyanais qui regroupe tous les métiers. On le voit partout en métropole, en Europe et dans le monde. Donc, c'est vrai que pour un Thomas Pesquet dans l'espace, il faut des milliers de personnes de l'autre côté qui sont à l'origine. C'est aussi des métiers qui sont tous fascinants. Moi, je le dis aussi aux jeunes. Le secteur spatial, moi j'étais ingénieur avant, j'étais fasciné. Ensuite, je suis devenu pilote. Donc c'est plein de métiers. Il faut vraiment se lancer. Il y a des opportunités. Même si j'avais pas été astronaute, si j'avais raté à la sélection, parce que ça joue tellement à pas grand-chose, c'était très possible, j'aurais quand même été content de travailler dans ce secteur-là. Vous appartenez quand même à la nouvelle génération, on peut dire, d'astronautes. Vous êtes né après 1969, quand l'homme est allé sur la Lune pour la première fois. Il faut créer de nouvelles images avec de nouvelles personnes pour que la conquête spatiale continue de faire rêver et donc d'être financée, parce qu'il y a aussi évidemment la question de l'argent qui est derrière tout ça. Oui, bien sûr. Je pense que la première responsabilité qu'on a, parce qu'effectivement on le fait pas pour nous, on le fait pour les gens, c'est d'expliquer ce qu'on fait, de dire, moi j'essaie de dire voilà, tous les jours, aujourd'hui je fais telle expérience, l'intérêt c'est ça, le but c'est ça. Vous ne faites pas que du saxophone dans l'espace. Non, et pas que des photos, même si bizarrement quand je mets une belle photo ou du saxophone, les gens en plus on like plus cette photo là, mais c'est naturel. Oui. Et puis c'est pas grave, de toute façon on se sert de ça, c'est pas cynique, mais moi je mettais des jolies photos, puis de temps en temps une expérience scientifique, comme ça l'expérience scientifique touchait aussi les gens qui aimaient plutôt les jolies photos. Mais oui, je pense qu'on a besoin de ça, c'est quelque chose de très un peu fondamental, moi je trouve, d'aller dans l'espace. On essaie de répondre à des questions qui nous dépassent. Sans vouloir simplifier, c'est quand même l'origine de la vie, c'est quand même comment tout ça se crée, notre place dans l'univers. Donc tout ça c'est assez profond. On essaie d'emmener les gens avec nous. Je pense que la meilleure manière c'est de les faire rêver, c'est de les enthousiasmer. Et quand on aura le premier équipage qui mettra le pied sur Mars, mais on le verra ce sera peut-être pas pendant ma carrière professionnelle, mais on le verra. Ça, ce sera la plus grande aventure de tous les temps. D'ici combien de temps à peu près vous pensez qu'on ira sur Mars ? Je pense que là, le timing, c'est 2025, 2030, 2035 la Lune. À 2035, on sera en direction de Mars, j'espère. Le travail de communication, il est d'autant plus important qu'on le voit bien en ce moment qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'intérêt du spatial, pourquoi y aller, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a aussi en plus de ça toutes les questions écologiques et environnementales qui se mêlent à l'affaire. Ouais. Vous êtes là aussi pour y répondre ? Oui, je pense, même si en fait c'est pas du tout à la base nos prérogatives, parce on a un rôle plutôt technique et un job à réaliser, mais moi ça me dérange pas, au contraire, de parler de tous ces sujets-là. Je pense que
comme je le disais, il faut discuter de ça. On n'a pas une vocation de dire, voilà, nous, c'est notre tour d'ivoire, on fait ce qu'on veut, on le fait pour les gens. Ça coûte, effectivement, il y a un certain budget, mais quand on le rapporte au niveau de l'Europe, les vols habités, ça coûte, l'Agence spatiale européenne au total, qui inclut donc Ariane, qui inclut Galileo, la navigation, les satellites de météo, c'est 10 € à peu près par an et par personne. Oui. Les vols habités, nous, on est 10% de ça, donc allez, on va moyenner, c'est 1,50 €, maximum 2 €. Par an et par citoyen européen. Donc au final, c'est pas des budgets monstrueux par rapport à ceux qu'on dédie, nous, par exemple, à la protection de la planète. Nous, on est 10% du budget de l'agence spatiale, l'exploration, ça inclut les rovers, les astronautes, etc., tout ce qui va un peu loin dans l'espace. L'observation de la Terre, c'est 30-35% du budget, c'est 3 fois plus. Donc on a nos priorités très très claires. On essaie vraiment de s'occuper de la planète, ça c'est la première chose qu'on fait dans les agences spatiales, mais on veut pas s'interdire de poser ces questions et d'essayer de les résoudre pour le futur. On s'occupe du présent en premier lieu, mais on essaie de laisser une porte ouverte au futur avec 10% de notre budget, on pense que c'est raisonnable. Alors il nous reste très peu de temps, Thomas Pesquet, quelques questions pour terminer. C'est pas pesant d'être une vitrine ambulante, de susciter autant d'intérêt chez autant de personnes? Ça fait 3 ans que je suis ici, j'ai jamais vu autant de personnes à 7h37 le matin. C'est difficile au quotidien? Oui, alors c'est un côté, les gens sont tous, c'est hyper positif en fait, c'est plein d'énergie, les gens me disent, voilà. Tout le monde sourit en vous voyant. Oui, voilà, les gens sont contents et quelque part, c'est super d'avoir le pouvoir de faire sourire un enfant, et on fait un selfie, on se parle 5 minutes et voilà, c'est super. Par contre, ça fait des longues journées en fait. Ça fait des longues journées, il y a énormément de bonnes causes et il n'y a pas assez de temps dans une journée pour tout faire, et c'est ça qui est un peu frustrant en fait, c'est qu'on a beau essayer de donner à tout le monde en fait ce dont ils ont besoin, ce qu'ils voudraient. Malheureusement, il y a plein de fois on est obligé de dire non, tout simplement parce que physiquement c'est pas possible d'être dans toutes les écoles, c'est même pas possible d'être dans tous les départements à la fois. Donc on essaie de se démultiplier, mais il faut aussi faire attention de se préserver un petit peu parce que sinon on y laisse des plumes. Et puis pour terminer, on va parler de rêve, Thomas Pesquet, vous en avez dit quelques mots. S'il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui vous entendent, qui vous écoutent et qui rêvent de spatial, un conseil, ce sera quand par exemple la prochaine sélection qui recommencera à zéro pour la sélection des astronautes? Je pense on est sur un rythme de une tous les 10 ans, donc on va essayer d'accélérer ça parce qu'on trouve que c'est pas assez, on trouve qu'il faut renouveler le corps des astronautes, enfin, cette équipe plus régulièrement. Oui. Mais je pense que le conseil, c'est vraiment de se lancer. Moi j'ai failli pas m'inscrire à la sélection parce que je me disais, oh là là, les trucs d'astronautes, ça a l'air trop compliqué. Et puis en fait, je l'ai fait heureusement, donc il faut vraiment comme pas ça sur un coup de tête, ou vraiment ça a été... Non, ça a été réfléchi, et puis vraiment, je pensais que les chances étaient minimes, parce qu'elles sont minimes, c'est une chance sur 10 000, enfin c'est vraiment un peu du domaine de gagner au loto, mais il faut le tenter, je veux dire, c'est vraiment le raisonnement, c'est si on n'essaye pas, on est sûr de pas y arriver. Donc moi j'ai fait un concours de pilote comme ça, j'ai fait un concours d'astronaute, je me suis lancé dans les études, et à chaque fois je me suis dit bon voilà, je suis pas sûr d'y arriver, je sais pas, je vais faire de mon mieux, on va voir ce que ça donne. Et c'est pas grave si ça marche pas, donc faut vraiment se lancer, faut essayer de trouver les opportunités. Si ça marche pas, on apprend quand même quelque chose. C'est vraiment ça le message, c'est que même ceux qui ont pas réussi le concours d'astronaute, ils ont fait des rencontres, ils ont vu des portes qui s'ouvrent devant eux, ils ont eu conscience de nouvelles opportunités qu'ils connaissaient pas. Et tout ça c'est très vertueux. Donc lancez-vous, et puis vous savez pas où vous allez finir, personne ne le sait, personne n'a de boule de cristal, mais c'est en avançant sur le chemin qu'on découvre un peu les opportunités. Lancez-vous. Merci beaucoup, un immense merci Thomas Pesquet d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes en Guyane encore combien de temps? Encore quelques heures. Vous reviendrez? On reviendra. Pour votre troisième passage, c'est bien ça? C'est ça, évidemment. Merci encore, très bonne fin de voyage en Guyane, et à bientôt, bonne journée. À bientôt, merci. Radio